Le valet eut à peine le temps d'ouvrir la porte que Gloria Samuel sortit du Lincoln Navigator noir, serrant fermement son sac à main en cuir dans ses 2 mains. Elle ne portait pas d'étiquette tape à accent grave-l'œil, mais tout dans sa présence rayonnait d'élégance tranquille, des lignes épurées, des coutures pressées et de la dignité à chaque pas qu'elle faisait. Son chapeau était blanc, à large bord, avec un ruban assorti à ses chaussures, un chapeau d'église classique, le genre que son défunt mari avait l'habitude de complimenter chaque dimanche. Le Greenwich Country Club était immobile sous un ciel sans nuages. Derrick lui avait dit que ce déjeuner serait discret. « Viens, maman. » Pas de grand discours, juste un toast discret après la signature. Elle était fière de lui, fière de ce qu'il avait construit. Un empire logistique qui s'est développé à partir d'un simple entrepôt à Trenton pour devenir une infrastructure de chaîne d'approvisionnement à l'échelle nationale. Et aujourd'hui, il était sur le point de faire partie de quelque chose d'encore plus grand, le groupe Hathaway. De l'argent ancien, des racines profondes, mais Gloria ne se souciait de rien de tout cela. Elle est venue soutenir son fils. Elle est venue parce qu'il l'a demandé. Elle avait à peine franchi les marches de marbre lorsqu'une femme en uniforme bleu marine s'est placée devant elle, lui bloquant le passage. « Excusez-moi, » dit la femme sans sourire. Les livraisons et le personnel utilisent l'entrée arrière. Gloria pencha la tête, perplexe. « Je suis ici pour déjeuner avec mon fils, Derrick Samuel. » La femme n'a pas cligné des yeux. « Oui, eh bien, si vous êtes membre du personnel ou de la restauration, c'est la politique. L'accès arrière se fait à gauche. » Gloria cligna lentement des yeux. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un supposait cela, mais cela n'a jamais cessé de piquer. « Je ne suis pas un membre du personnel. Je suis un invité. » De l'autre côté du patio, Derrick Samuel venait de lever son verre lorsque ses yeux parcoururent la pelouse et se posèrent sur sa mère. Il remarqua la posture de la femme et quelque chose se serra dans sa poitrine. Gloria prit une inspiration, essayant de rester calme. « Vous pouvez consulter la liste. Je m'appelle Gloria Samuel. Mon fils est l'un des propriétaires réunis ici aujourd'hui. » Avant que la femme ne puisse répondre, une voix claire fendit l'air comme du verre raclant du carrelage. « Eh bien, je suppose qu'ils laissent entrer n'importe qui de nos jours, » dit Victoria Hathaway, ses perles reposant lourdement contre son chemisier. « Est-ce qu'on laisse le personnel de nettoyage dîner avec nous maintenant ?» Plusieurs têtes se sont tournées. Un homme rigola dans sa barbe. Le sourire de Derrick disparut. Sa main se figea au milieu du toast, sa flûte de champagne toujours à la main. Il posa lentement le verre. Ses collègues ont remarqué le changement dans son expression. Bradley, le plus jeune des fils Hathaway, eut un rire nerveux. « Elle plaisantait probablement, » marmonna-t-il. Mais Derrick ne l'a pas entendu. Il marchait déjà. Gloria leva les yeux. Son visage restait calme, mais ses mains serraient son sac plus fort. Victoria s'éloignait déjà, sans lui jeter un autre regard. Juste un autre jour pour elle. Derrick se dirigea droit vers sa mère, posa doucement une main sur son épaule et la regarda dans les yeux. « Ça va ?» Elle hocha la tête, même si elle ne l'était pas. « Je ne veux pas faire d'histoire, bébé. »« Je sais que tu ne le sais pas, » dit-il doucement. « Mais je le ferai. » Il s'est tourné vers l'employé. « Voici ma mère. Vous venez de manquer de respect à la personne la plus importante de cet immeuble. » La femme ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son visage rougit. Derrick n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il a raccompagné Gloria jusqu'au SUV, a ouvert la porte lui-même et l'a aidée à entrer. Elle attrapa son bras avant qu'il puisse fermer la porte. « Ne gâche pas ton moment avec moi, » murmura-t-elle. Il la regarda avec du feu dans les yeux. « Tu es l'instant présent. » Puis il ferma la porte et remonta ses marches de marbre. Calme à l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose brûlait. Ce qu'il a fait ensuite, quelques heures plus tard, allait secouer les salles de conseil, les gros titres et les familles d'un océan à l'autre. À l'intérieur de la salle à manger, le siège de Derrick était resté intact. Le stylo destiné à signer l'accord final se trouvait à côté d'une épaisse pile de documents. Plus d'1 an de négociations, de révisions et de stratégies d'entreprise, tout a conduit à ce jour. Une tour de champagne brillait près des fenêtres. Tout était en place. Sauf Derrick. Dès qu'il est entré, l'ambiance a changé. Pas de façon spectaculaire. Personne n'a crié. Il n'y a eu aucune déclaration de colère.
Juste ce silence épais et tendu qui s'installe quand une tempête approche. Tout va bien, a demandé Preston Ward, le conseiller juridique du groupe Hathaway. Sa voix était tendue par un calme forcé, comme celle d'un homme qui sent un problème d'1 million de dollars et ne sait pas d'où il vient. Derrick n'a pas répondu immédiatement. Il regarda autour de la pièce. Membre du conseil d'administration, famille, avocat. Puis ses yeux se posèrent sur Victoria Hathaway. Elle sirotait encore son vin, à moitié tournée sur sa chaise, les jambes croisées. Elle n'avait même pas reconnu la perturbation. Elle n'était pas seulement à l'aise. Elle avait l'air certaine que cet accord était conclu. Cet argent avait aplani tous les problèmes. Derrick s'est dirigé vers sa chaise, a placé ses 2 mains sur son dossier et ne s'est pas assis. « Je veux dire quelque chose », a-t-il dit. Quelques têtes levées. La pièce ne s'est pas tue, elle s'est figée. Vous savez tous à quel point cet accord est important, non seulement pour nos entreprises, mais aussi pour les marchés et pour l'avenir de l'infrastructure technologique de ce pays. Cette fusion aurait tout changé. Il regarda lentement autour de lui, laissant le poids de ses mots s'imprégner. Mais je ne le signe pas. 2 secondes de silence stupéfait. Puis murmure. Quelqu'un a murmuré, attends, quoi? Victoria se retourna alors, pas rapidement, mais brusquement. Elle avait senti la gifle dans ses paroles. Excusez-moi, dit-elle, presque en riant. Derrick hocha la tête. Excusez-moi, en effet. Est-ce une tactique de négociation, demanda prudemment Preston. S'il y a un problème, nous pouvons revenir à la table des négociations. Derrick s'est finalement assis, non pas sur la chaise de signature, mais sur une chaise à l'extrémité, loin de la paperasse. Non. Il n'y a plus de table. Victoria se moqua. Elle se pencha en avant, arborant un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Ne réagissons pas de manière excessive à un simple malentendu. Je n'ai pas reconnu la femme, c'est tout. Il cligna des yeux une fois, lentement. Cette femme est ma mère. J'en suis consciente maintenant, dit-elle, luttant pour garder un ton calme. Mais sûrement. Non, interrompit Derrick, sa voix basse, presque douce. Tu savais ce que tu faisais. Tu as dit ce que tu pensais. Preston s'éclaircit la gorge. Nous avons investi des millions dans ce projet des 2 côtés. Il y a des implications juridiques. Derrick se pencha en arrière, complètement imperturbable. Alors je te verrai au tribunal. Vous pouvez expliquer à un juge pourquoi manquer de respect à ma famille faisait partie de votre stratégie. Ne sois pas émotif, murmura Victoria. C'était ça. Il se pencha en avant, croisant les mains. Tu penses que j'ai bâti cette entreprise à partir d'un bureau d'angle? J'ai chargé des camions, Victoria. J'ai fait des trajets à 3 heures du matin. J'ai géré la paie depuis une table pliante lorsque nous n'avions pas les moyens de payer un comptable. J'ai regardé ma mère prendre le bus pour faire le ménage juste pour que je puisse garder les lumières allumées dans notre appartement. Alors, quand elle se présente ici, vêtue de ses plus beaux atours, fière comme l'enfer, et que vous l'humiliez. Tu m'humilies. Personne n'a dit un mot. Puis Derrick se leva une dernière fois. Il y a des accords qui vous font perdre le sommeil si vous ne les signez pas. Ce n'est pas l'un d'entre eux. Il est sorti. Aucun dossier. Pas de papier. Pas de poignée de main. Juste le silence. Mais le lendemain matin, le silence n'était pas une option. Les médias avaient déjà repris l'histoire. Et ils avaient faim. Le premier média à le diffuser était un podcast pour petites entreprises à Philadelphie. Un invité au déjeuner de fusion avait divulgué juste assez d'informations. Un PDG noir se retire d'un contrat de 900 millions de dollars après que sa mère a été insultée par une famille de milliardaires blancs. Ce titre à lui seul a suffi à allumer un feu. À midi, TechPulse, Forbes, et Affaires aujourd'hui l'avaient tous ramassé. À 17h, les présentateurs des chaînes d'information en continu en débattaient déjà. L'histoire était partout. Non pas parce qu'un accord a échoué, mais à cause de la raison pour laquelle cela s'est produit. Une caméra a filmé Derrick Samuel entrant dans son bureau du centre-ville de New York le lendemain matin. Pas de lunettes de soleil. Pas d'entourage. Juste lui. Tenant un café et faisant un signe de tête à la réceptionniste comme il le faisait toujours. Un journaliste a crié. « Est-ce que le commentaire sur Hathaway est la raison pour laquelle vous avez annulé ?» Un autre a demandé. « Regrettez-vous d'avoir abandonné 900 millions ?»
Il n'a pas répondu. Pas encore. À l'intérieur du bâtiment, son équipe répondait déjà à des appels sans interruption. Certains investisseurs étaient confus. D'autres sont furieux. Mais un nombre surprenant d'entre eux étaient fiers. Les messages ont inondé leur boîte de réception. Les dirigeants d'entreprises concurrentes. Employés d'entrepôts. Enseignants. Anciens combattants à la retraite. Tous disent la même chose. Merci de ne pas laisser passer ça. Cet après-midi-là, Derrick a programmé une conférence de presse. Pas de dossier de presse brillant. Pas de décor mis en scène. Un seul podium. Une table pliante. Et 20 journalistes entassés dans une salle de conférence conçue pour 10. Il s'est approché du micro. Et bien que fatigué, il est resté stable. Je n'ai pas annulé le contrat pour des raisons financières, commença-t-il d'une voix calme mais ferme. Je l'ai annulé parce qu'à la seconde où l'on laisse entrer le manque de respect, il se propage. Je n'ai pas été élevé comme ça, et je ne bâtirai pas un avenir sur le silence. Une femme de CNBC s'est penchée. Est-il vrai que Victoria Hathaway a fait ce commentaire directement? Derek ne broncha pas, oui. Assez fort pour que les gens autour l'entendent. Assez fort pour que ma mère le sente. Certains pourraient dire que ce n'est pas une raison pour renoncer à un accord déterminant pour l'entreprise, a ajouté un autre journaliste. Il hocha lentement la tête. Ça dépend du type d'entreprise que tu cherches à définir. Le silence retomba dans la pièce. Il ne parla pas longtemps, il n'en avait pas besoin. Le respect n'est pas négociable. Et si on commence à l'échanger contre des contrats, on a déjà perdu. Il est descendu et est parti, comme il l'avait fait la veille. Mais en dehors de cette salle de conférence, le monde avait changé. Dans des endroits où les gens chuchotaient habituellement, il parlait soudainement, fort. Cette même nuit, des extraits de son discours ont inondé TikTok, X et YouTube. Une ancienne employée de la famille Hathaway a raconté qu'on lui avait demandé d'utiliser l'ascenseur de service lors d'un gala de charité. Une traiteur latino-américaine a raconté qu'on lui avait un jour demandé de retirer son tablier avant d'entrer dans le hall d'entrée pour s'installer. Le fil a gagné des milliers de partages en quelques heures seulement. Derek n'avait rien planifié. Il ne cherchait pas à lancer un mouvement. Mais parfois, il suffit qu'une personne reste immobile pour que d'autres trouvent leur équilibre. Pendant ce temps, derrière des portes closes, le groupe Hathaway se démenait. Lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration, le fils aîné de Victoria, Clinton Hathaway, presque absent pendant les négociations, a posé la question qu'aucun d'entre eux ne voulait affronter. Devons-nous présenter des excuses? Victoria fronça les sourcils. Je ne m'excuse pas auprès des gens qui réagissent de manière excessive. Tu as insulté la mère de cet homme, Vic, a rétorqué quelqu'un. En public. Pendant la signature du contrat. Que pensais-tu qu'il allait se passer? Nous avons tenu des propos pires que cela les uns envers les autres dans cette salle, a-t-elle soutenu, et aucun d'entre nous n'a perdu une acquisition d'1 milliard de dollars à cause de cela. Clinton murmura dans sa barbe, mais les chiffres changent. Les actionnaires commençaient à poser des questions. Les analystes de marque ont émis des avertissements concernant le coût en termes de réputation. Même leur agence de relations publiques a hésité lorsqu'on leur a demandé de présenter le récit. Ce week-end-là, le nom Hathaway a pris un coup. Les gens se souvenaient de chaque histoire qu'ils avaient autrefois enterrée. Chaque rencontre qui ne semblait pas tout à fait appropriée refait surface. Ce que l'on appelait autrefois la vieille classe aisée, était désormais perçu sous un angle plus aigu et plus froid, celui d'un droit acquis avec le sourire. Mais tandis que les Hathaway s'efforçaient de contenir les retombées, Derek était sur le point de faire face à un autre type de pression, cette fois-ci, venant de l'intérieur de son propre cercle. À l'intérieur du siège de New York, les choses n'étaient pas non plus paisibles. La décision de Derek avait fait de lui un symbole aux yeux du public. Mais les symboles attirent le poids, la pression, l'attention. Certaines choses se sont faites discrètement, à huis clos. D'autres non. Il a rencontré son équipe de direction dans la salle de conférence à l'étage, un grand espace vitré donnant sur Market Street. La plupart d'entre eux étaient avec lui depuis le début, certains depuis l'époque de l'entrepôt. Mais la loyauté a ses multiples facettes. Et tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde. Elliot Trammell, son directeur financier, a été le premier à prendre la parole. Nous devons discuter des implications à long terme. Pas seulement cette semaine, mais dans 6 mois.
Cette fusion impliquait des infrastructures internationales, Derek. Je sais que tu le sais. Derek répondit calmement, nous risquons un retour de bâton juridique. Hathaway rédige déjà des plaintes pour violation de contrat. Leurs avocats affirment que j'ai annulé l'accord pour des raisons personnelles. Ce n'était pas personnel, a dit Derek. C'était une question de principe. Mais pouvons-nous nous permettre de nous engager financièrement dès maintenant, demanda Julian Rick, son directeur opérationnel. Nous sommes à peine une société de série C. Vous pensez que le conseil d'administration ne va pas paniquer? Derek regarda Julian, les yeux fixes. Laissez-les faire. Cela a fait taire la salle pendant un moment. Puis Nia Whitlow, responsable du marketing, s'est penchée en avant. Derek, je soutiens ta décision, vraiment. Mais tu dois comprendre, tu as fait la une des journaux. Un symbole. On te surnomme l'homme qui a renoncé à une fortune générationnelle pour protéger sa mère. Ça a du caractère. Tu es maintenant celui qui a refusé $1 milliard parce que quelqu'un a insulté sa mère en public. J'ai dit non à être possédé, dit fermement Derek. Je comprends, répondit Nia, mais si tu ne prends pas le contrôle du récit, quelqu'un d'autre le fera. Vite. Elliot a ajouté, on le constate déjà. Certains investisseurs sont nerveux. J'ai reçu 2 appels ce matin. Ils veulent des garanties. Ils veulent un plan. Derek se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville paraissait ordinaire. La circulation était fluide. Une mère traversait la rue en tenant fermement la main de son enfant. Il pensait à Gloria. Comme elle paraissait petite sur ces marches de marbre de Greenwich, et comme elle était grande, en tout cas. Je ne vais pas enseigner aux gens que le pouvoir signifie tout avaler, dit finalement Derek. Pas ici. Pas en ma compagnie. Et pas pour un chèque. Julian se pencha en arrière, frustré. D'accord, mais que se passerait-il si on s'effondrait à cause de ça? Ensuite, nous reconstruirons, dit Derek, aussi constant que jamais. Mais au moins, nous ne pourrissons pas de l'intérieur. Il y eut un silence après cela. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Nia hocha la tête. Puis Elliot. Et enfin Julian, avec un haussement d'épaules réticent. On attendra, dit Elliot. Pour l'instant. Ils n'étaient pas tous d'accord. Pas entièrement. Mais quelque chose a changé dans la pièce. Peut-être le respect. Peut-être la peur. Peut-être les deux. Mais en dehors de ces murs, tout le monde n'était pas prêt à se tenir à ses côtés, surtout ceux qui avaient parié sur le gain. 2 jours plus tard, le téléphone de Derek a sonné. Un message de Teron Ingram, son cousin et fondateur. Une ligne. Il faut qu'on se parle. Face à face. Ils se sont rencontrés dans un restaurant de West Orange, le même stand où ils avaient autrefois esquissé leur premier plan d'affaires sur des serviettes en papier. Teron est arrivé tôt, sirotant déjà du café lorsque Derek s'est glissé sur le siège en face de lui. J'ai eu des nouvelles de la Monroe Bank ce matin, dit Teron, allant droit au but. Ils suspendent notre ligne de crédit. Celle que nous devions utiliser pour développer nos activités sur la côte ouest. Derek hocha la tête. Je m'en doutais. Teron le regarda fixement, les yeux durs. Toi figurait Derek? On était au bon endroit. Ce n'était pas un rachat au hasard. C'était notre saut générationnel. L'avenir de notre enfant. Et je n'allais pas laisser cet avenir se construire sur l'humiliation de ma mère, répondit Derek. Teron secoua la tête. Tu as déjà pensé que c'était peut-être son combat à choisir, pas le tien? Elle ne se débattait pas, dit Derek en se penchant. On lui marchait dessus. Teron soupira. Ce n'est pas pareil qu'à 30 ans. Tu as pris une décision pour tout entre nous, sans même demander. Et maintenant, on dit que vous l'avez fait pour gagner en influence. Je l'ai fait parce que j'ai été élevé à ne pas vendre mon nom pour une place à la table de quelqu'un d'autre. Teron se rassit, les lèvres serrées. Tu as de la chance que les gens te voient comme un héros. Espérons que ça dure. Derek se leva et jeta un billet de 20 sur la table. Même si ce n'est pas le cas, je dormirai quand même bien. Mais au fond, même Derek le savait, la véritable tempête n'avait pas encore frappé. Ce n'est que lorsque les Hathaway ont fait leur prochain pas. Je ne te laisserai pas nous coûter toute l'entreprise familiale, dit-elle en se tournant lentement pour le regarder. Tu vas te ranger de leur côté?
Non, répondit-il d'une voix ferme. Je suis du côté de la réalité. La pièce redevint silencieuse. L'empire de Victoria, bâti sur un raffinement soigné et un contrôle rigoureux, commençait à vaciller. Tous les communiqués de presse du monde ne pouvaient effacer ce moment sur la terrasse, sa voix, ce ton et l'expression de Gloria Samuel. Finalement, les Hathaway ont publié une déclaration. Celle-ci était fade, froide, truffée de termes juridiques et d'un sentiment de regret détaché. Le groupe Hathaway regrette le récent malentendu qui a conduit à l'arrêt prématuré de la fusion. Nous continuons de défendre les valeurs d'inclusion et de respect mutuel. Derek n'a pas répondu publiquement. Mais son silence était plus éloquent que n'importe quelle déclaration soigneusement préparée. Au lieu de cela, il a continué à construire. À ce moment-là, les journalistes avaient commencé à enquêter sur son passé. Ils ont exhumé des photos du jeune Derek livrant des colis dans les rues enneigées de New York. Une citation d'un ancien professeur a refait surface, se souvenant qu'il restait après les cours pour étudier des ouvrages de gestion. Un extrait de podcast a refait surface, où il déclarait « Je ne cherche pas à intégrer un club. J'essaie de construire ma propre maison. » Entre-temps, Gloria était devenue une figure à part entière. Elle apparut brièvement sur mise à jour du matin, assise sur une chaise simple, les mains posées doucement sur ses genoux. « Je n'ai pas cherché à attirer l'attention, dit-elle d'une voix calme. Mais j'ai élevé mon fils pour qu'il parle quand le silence lui coûte trop cher. » L'animatrice lui a demandé si elle aurait préféré que Derek signe le contrat de toute façon. Gloria a souri, doucement, mais fermement. Certains gains sont liés à des chaînes. Je suis trop vieux pour en porter. Le clip est devenu viral. Les influenceurs l'ont cousu. De jeunes entrepreneurs l'ont cité lors de panels. Discrètement, des entreprises ont commencé à se retirer de leur partenariat avec Hathaway, non pas à cause de Derek, mais à cause de ce que Victoria représentait. À une époque où la réputation circule plus vite que la vérité, la perception devient réalité. Et la réalité changeait. Pourtant, Derek ne se réjouissait pas. Il se mit au travail. Il rencontra des associés, embaucha du personnel et rendit visite à sa mère tous les dimanches, lui apportant des gardénias et du pudding à la banane de la boulangerie qu'elle adorait à Trenton. Mais juste au moment où les choses semblaient se stabiliser, un appel téléphonique inattendu a ramené Derek sous les projecteurs, cette fois, non pas pour ce qu'il avait abandonné, mais pour ce que quelqu'un d'autre avait déterré. L'appel est arrivé peu après 20 h, un mercredi. Derek était seul dans son bureau, travaillant sur des projections. Le bâtiment était presque plongé dans l'obscurité, les équipes de nettoyage évoluant silencieusement aux étages inférieurs. Il a failli ne pas répondre en voyant le numéro « Appel bloqué », mais quelque chose lui a dit de décrocher. Monsieur Samuel lança la voix rauque. Elle était sèche, usée, comme celle de quelqu'un qui fumait depuis des décennies et venait tout juste d'arrêter. Je ne vous appelle pas pour vous attirer des ennuis. Je vous appelle parce que vous devez savoir ce qu'ils essaient de faire. Derek s'est assis. Qui est-ce? J'ai travaillé avec les Hathaway pendant 15 ans. Je faisais partie de leur équipe juridique d'acquisition. Vous n'êtes pas le premier nom qu'ils ont essayé de faire disparaître quand cela ne leur convenait pas. Effacé? Ils préparent une contre-plainte, continua la voix. Ils fouillent dans vos premiers dossiers, vos premières levées de fonds. Ils essaient de vous dépeindre comme instable, volatile. Ils vont dire que vous avez introduit la politique dans le monde des affaires et ruiné la valeur actionnariale. Ils espèrent que les gens oublieront pourquoi vous avez abandonné. Derek se pencha en arrière, regardant par la grande fenêtre. Et pourquoi me dis-tu ça? Parce que j'ai déjà vu ça. Ils détruisent, puis nient. Tu as commis l'erreur de les embarrasser en public. Maintenant, ils vont essayer de t'enterrer discrètement. La ligne est coupée. Derek était assis là, immobile. Il savait que les Hathaway étaient durs, mais là, c'était la guerre. Et ça ne s'arrêterait pas à son nom. Ils en viendraient à sa réputation, à son équipe, et même à sa mère, s'il le fallait. Il a appelé Nia Whitlow le lendemain matin. Ils te poursuivent, dit-elle d'un ton neutre, sans surprise. Après avoir relayé l'appel, elle a ajouté, Victoria ne perd pas en silence. Elle va instrumentaliser votre histoire et renverser le récit. Elle va faire croire que vous êtes l'agresseur. Laisse-la essayer, répondit Derek. Mais Nia avait déjà 5 longueurs d'avance. Nous devons montrer aux gens qui tu es, avant qu'elle ne leur dise qui tu n'es pas. Elle s'est mise au travail.
En 48 heures, une nouvelle campagne médiatique a été lancée. Pas de slogan. Pas de drame. Que des histoires vraies. Les employés de l'entrepôt ont enregistré des témoignages. Les investisseurs ont salué la transparence de Derek pendant les périodes difficiles. D'anciens stagiaires ont publié des vidéos décrivant son encadrement, sans caméra ni hashtag. Mais la vidéo la plus puissante est venue de Gloria. Assise dans son petit salon, elle regardait droit vers la caméra. « Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il devienne un homme d'affaires », a-t-elle déclaré. « Je l'ai élevé pour qu'il devienne un homme. Un homme qui tient bon, même si cela implique de perdre quelque chose. » Cela a atterri comme le tonnerre. Les chaînes d'information ne pouvaient plus l'ignorer. Les hashtags étaient à nouveau tendance. Et soudain, la stratégie de Hathaway au discrédit subtil, accusation voilée a commencé à ressembler à ce qu'elle était réellement, de l'amertume. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Une semaine plus tard, le groupe Hathaway a publié des documents suggérant que Derek avait violé des clauses de partenariat initiales lors d'un accord conclu en 2020 avec Stratus Line Logistique. L'implication était claire, il avait l'habitude de rompre brutalement les liens. Mais le PDG de Stratus, Leonard Greer, s'est exprimé publiquement le même jour. Derek a quitté notre contrat parce qu'il refusait d'approuver les baisses de salaire de nos chauffeurs. J'aurais aimé faire pareil. Ça s'est retourné contre moi. Encore une fois. Le récit échappait au Hathaway. Et chaque tentative de le récupérer ne faisait qu'amplifier la blessure originelle, une blessure qu'il refusait toujours de reconnaître ou de s'excuser. À l'intérieur de la maison Hathaway, Victoria commença à sentir les murs se refermer. Les contrats disparurent. Les invitations aux événements cessèrent d'arriver. Le conseil d'administration du musée lui retira son siège honoraire. Mais Victoria ne s'en est pas voulu. Pas une seule fois. C'est une mode, a-t-elle lancé à Clinton au petit déjeuner. L'indignation sur les réseaux sociaux. Ça va s'estomper. Clinton n'était plus sûr. Ça ne s'estompe pas, mère. Ça s'amplifie. Parce que tu n'as jamais dit une seule fois que tu avais tort. Elle sirotait son café comme si la conversation l'ennuyait. Et je ne le ferai pas. Il se leva. Alors l'entreprise familiale n'a plus besoin de toi. Elle ne répondit pas. Mais pour la première fois, ses mains tremblèrent, légèrement. Alors que les Hathaway perdaient du terrain, Derek était confronté à un autre moment de vérité. Un moment qui n'avait rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec l'héritage. Il se tenait dans le jardin de sa mère à Trenton, la regardant cueillir du basilic dans la jardinière qu'ils avaient construite ensemble il y a 2 étés. Le soleil était bas, projetant une douce lueur orangée sur l'herbe. Gloria portait une de ses vieilles robes d'église, délavée aux coutures, mais toujours impeccablement repassée. Elle ne parlait pas beaucoup, se déplaçait lentement, méthodiquement, comme si le poids des dernières semaines ne l'avait pas touchée. Mais Derek savait mieux que ça. « Maman, dit-il sans la regarder directement, ça te va avec toute cette attention ?» Elle n'a pas levé les yeux. « L'attention ne me dérange pas. Mais je sais ce qui l'accompagne. »« Que veux-tu dire ?» Gloria coupa une autre feuille et la plaça doucement dans le bol sur sa hanche. « Ils n'aiment pas qu'on sorte de la pièce la tête haute. Ça les fait se sentir petits. Alors ils essaient de vous faire sentir plus petit. » Il s'assit sur les marches du porche. Il continue d'essayer. Il continue de faire comme si j'avais fait échouer l'accord pour rien. Elle le regarda enfin. Tu sais que ce n'était pas rien. Et ceux qui disent le contraire ne connaissent pas le prix du respect. Il hocha la tête, silencieux pendant un moment. Terrain est toujours bouleversé, dit-il. J'ai l'impression d'avoir volé quelque chose à la famille. Gloria s'approcha et s'assit à côté de lui. Chérie, chaque famille a sa tempête. Mais si tu t'inclines au milieu, que transmettras-tu à ceux qui te suivront? Je voulais juste te protéger, dit-il, la voix s'adoucissant. Et tu l'as fait, répondit-elle. Mais il ne s'agissait pas que de moi. Il s'agissait de ce que tu représentes maintenant. Ne fuis pas ça. Derek s'assit avec ces mots. Plus tard dans la soirée, de retour dans son appartement de Jersey City, il regarda un reportage retransmis de sa conférence de presse. Il n'aimait pas s'entendre parler devant la caméra, trop poli, trop posé. Ce n'était pas comme ça qu'il avait grandi. Mais désormais, le monde écoute chaque mot comme s'il s'agissait d'une politique. Son téléphone vibra. Un SMS de Leonard Greer.
Le Conseil de Washington souhaite vous rencontrer. Il met en place un panel sur les pratiques commerciales éthiques. Vous en serez le responsable. Derek fixait l'écran. Il n'avait jamais rien demandé de tel. Il voulait juste construire quelque chose de durable, d'honnête. Mais maintenant, son histoire prenait une ampleur plus grande, plus retentissante. Et cela s'accompagnait d'une pression qu'il n'avait pas prévue. Le lendemain matin, il a rencontré à nouveau Nia et Julian. Cette fois, l'atmosphère dans la salle avait changé. Plus de voix fortes. Juste des regards fatigués et de longues expirations. Julien a parlé le premier. La situation s'est stabilisée. C'est la bonne nouvelle. Nia a ajouté, et le bruit, ça aide, ça ne nuit pas. 3 entreprises de logistique de taille moyenne souhaitent s'associer à nous. Discrètement, mais quand même. Parce que nous défendons quelque chose. Parce que toi ça représentait quelque chose, corrigea Nia tandis que Derek hochait lentement la tête. Il s'arrêta. Et maintenant, ils veulent que je porte la parole. Que je dirige des panels, que je siège à des comités, que je sois le porte-parole d'un nouveau mouvement. C'est peut-être la prochaine étape, dit Julien. Vous avez déjà bâti l'entreprise. Maintenant, construisez votre voie. Mais Derek n'avait pas l'air sûr de lui. Il n'avait jamais voulu être un symbole. Les symboles sont lourds. On les vénère ou on les détruit, et ni l'un ni l'autre ne correspondait à la vie qu'il désirait. Mais il savait aussi que le silence avait un prix. Il prit un marqueur effaçable à sec et commença à dessiner sur le tableau mural. Des chiffres. Des échéanciers. Des projets d'expansion. Rien de tape à accent grave l'œil. Juste la prochaine phase de croissance. Développons notre activité sans eux, a-t-il déclaré. Prouvons que nous n'avons jamais eu besoin de cet accord. Nia sourit. Voilà le Derek dont je me souviens. Julien gloussa. Tu as mis du temps à revenir. Mais Derek n'avait pas fini. Il désigna le calendrier. Et la semaine prochaine, je veux organiser quelque chose ici. Pas une conférence de presse. Un vrai événement. Équipe de l'entrepôt, stagiaires, jeunes employés aux nourritures, musique. Rappelez à tous qui nous sommes. Comme une journée communautaire, demanda Nia. Non. Comme une réunion de famille. Le genre où chacun reçoit une assiette, peu importe d'où il vient. Mais avant qu'il puisse rassembler ses idées, une dernière lettre allait arriver, une lettre qui n'avait rien à voir avec les Hathaway, mais qui allait le secouer tout aussi profondément. L'enveloppe était fine, blanc cassé, sans adresse de retour. Seul le nom de Derek était écrit au centre. Il est arrivé par courrier ordinaire, mêlé à des factures et des propositions de fournisseurs. Il ne l'a pas remarqué au début. Il ne l'a ouvert que des heures plus tard, alors que le bureau était vide et que l'équipe de nettoyage s'activait quelque part dans le couloir. La lettre à l'intérieur était manuscrite. Une écriture cursive soignée. Chaque boucle, chaque courbe, était soignée, comme si l'auteur s'était exercé avant de poser la plume sur le papier. Monsieur Samuel. Tu ne me connais pas, mais je sais qui tu es. Mon père était le gardien du terrain de Hathaway Ridge de 1985 jusqu'à sa mort en 2009. Il nous a élevés, mes 2 sœurs et moi, dans ce métier. Il se levait avant le soleil. Il ne se plaignait jamais. Il nous a appris à être fiers, même invisibles. J'ai vu ton histoire aux informations et j'ai pleuré. Non pas que ce qui est arrivé à ta mère m'ait surprise, mais plutôt que je ne l'étais. Mais parce que, pour une fois, quelqu'un a dit non et il le pensait. Tu m'as rappelé mon père. Il n'a jamais eu ton influence, mais il avait ton courage. Je voulais juste que vous sachiez que tout le monde n'oublie pas d'où il vient ou qui il défend. Avec un profond respect. Camille Pierce. Derek le lut 2 fois, puis le plia lentement et le posa sur le bureau. Ce nom Camille Pierce lui fit réfléchir. Il fouilla dans sa boîte mail pour le vérifier. Rien. Pas de mais. Pas de résultat LinkedIn. Juste la lettre. Plus tard dans la soirée, il en a parlé à sa mère pendant le dîner. Elle a dit que son père était jardinier, dit-il en remuant des légumes dans son assiette. Elle a dit que je lui faisais penser à lui. Gloria avait l'air pensive. C'est drôle comme la vérité vous atteint. Peu importe le chemin, elle vous trouve. Derek hocha la tête, mais ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La lettre lui pesait comme un poids sur la poitrine non pas lourde de regrets,
mais chargé de sens. Il portait désormais une telle responsabilité. C'était réconfortant de savoir que son choix avait atteint quelqu'un qui vivait à l'ombre de cette même porte depuis des décennies. Le lendemain, il demanda à Nia de retrouver Camille. Discrètement. Elle m'a appelé 2 jours plus tard. Je l'ai trouvée. Elle enseigne en CM1 à Harrisburg. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle vit dans un petit appartement avec un chien adopté. Elle ne s'attendait pas à ce que tu lui répondes. Je veux lui rendre visite, dit Derek. Dois-je appeler avant? Non, je frappe. 2 jours plus tard, il se tenait sur un petit perron à Harrisburg, tenant un sac en papier d'une boulangerie locale, et ressentait quelque chose qu'il ressentait rarement désormais, de la nervosité. Camille ouvrit la porte après avoir frappé à 2 reprises. Elle paraissait avoir la quarantaine. Une queue de cheval brune. Elle portait un jean et un sweatshirt du district scolaire. Quand elle l'a vue, elle s'est figée. Tu es. Je m'appelle Derek, dit-il. Et voici du banana bread. Je pensais que tu en avais marre que tout le monde ne te veuille que quelque chose. Camille cligna des yeux, puis laissa échapper un rire étouffé. Entre, avant que mon chien essaie de te manger. À l'intérieur, l'appartement était chaleureux. Habité. Une photo encadrée d'un homme âgé en bottes de travail était posée sur la cheminée. Derek s'approcha et l'examina attentivement. Ton père? Elle hocha la tête. Il a exploité ce domaine comme s'il lui appartenait. Je connais le genre. Camille offrit du thé et ils s'assirent. Elle lui parla de son père. Comment il refusait d'appeler les Hathaway, monsieur, et madame. Comment il conservait chaque chèque. Comment il lui avait appris à lire grâce aux contrats et aux factures qu'il rapportait à la maison. Il t'aurait apprécié, dit-elle. Non pas parce que tu as réussi, mais parce que tu savais quand t'éloigner. Ils ont parlé pendant 2 heures. Rien d'enregistré. Pas de hashtag. Juste 2 personnes liées par une histoire commune qu'aucun d'eux n'avait souhaité, mais qu'ils portaient tous 2 en eux. Quand Derek partit, elle lui tendit une copie d'une vieille photo, son père, debout sous un grand chêne, un râteau à la main. Une fierté discrète se lisait dans ses yeux. Pour quand le monde redeviendra bruyant, a-t-elle dit. Il la remercia, glissa la photo dans la poche de sa veste et retourna à sa voiture. Parce que parfois, les rappels les plus puissants ne viennent pas des gros titres, mais de mots manuscrits et de vieux chênes. Et Derek était sur le point de faire face à un dernier moment qui allait tester si tout ce qu'il avait défendu pouvait résister à une perte personnelle. Tout a commencé par un message vocal de l'infirmière. Juste une demande polie de rappel. Rien d'urgent, dit-elle. Gloria s'était brièvement évanouie lors de son étude biblique hebdomadaire. On l'avait emmenée au centre médical Capital Care de Trenton, par mesure de sécurité. Derek n'a pas attendu. Il a quitté une réunion au milieu d'une phrase, a pris ses clés et a pris l'autoroute, bouche bée. À son arrivée, Gloria était assise dans son lit d'hôpital, l'air légèrement agacé et sirotant du soda au gingembre, comme si elle avait de meilleurs endroits où être. Je leur ai dit que j'étais allé trop vite, dit-elle en le voyant entrer. Je n'avais pas besoin de tout ce remue-ménage. Mais Derek le voyait dans ses yeux, la fatigue. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle posa la tasse. Il s'assit à côté d'elle, tenant doucement son poignet dans sa main. Qu'a dit le docteur, demanda-t-il. Il faut que je ralentisse. Je prends mes pilules de fer. Je mange plus de légumes verts. Je te dis la même chose. Il sourit à cela, mais cela ne dissipa pas le nœud dans sa poitrine. Quelques minutes plus tard, le docteur Mellin entra dans la pièce. Jeune. Vive. Direct, mais avec un visage bienveillant. Elle jeta un coup d'œil à Gloria avant de parler doucement à Derek. Les constantes vitales de votre mère se sont rapidement stabilisées, mais nous aimerions effectuer un examen supplémentaire. Sa tension artérielle fluctue plus que nous le souhaiterions. Elle n'a pas eu de bilan cardiaque complet depuis un moment. Gloria fit un geste de la main. Je me sens bien. Derek hocha la tête. Fais le test. Au cours des 2 jours suivants, les résultats sont tombés. Rien de grave. Pas de bombe à retardement. Mais de petits drapeaux. Une valve qui fuit. Une légère arythmie. Une carence en fer. Rien d'urgent, mais rien à ignorer non plus. Le message était clair, la vie n'attend pas éternellement. Cette nuit-là,
Alors qu'ils étaient assis ensemble à regarder des rediffusions de Sanford et Fils dans sa chambre d'hôpital, Gloria parlait sans quitter l'écran des yeux. « Tu as bien fait, bébé. » Il rigola. « Tu viens de m'appeler, bébé, devant l'infirmière ? Je t'ai mis au monde. Je peux t'appeler bébé. » Il sourit, mais ne rit pas. Pas complètement. « Je n'ai pas encore fini. »« Je sais, dit-elle. Mais n'attends pas trop longtemps pour vivre. » Cela s'est passé différemment. Il la regarda vraiment. Les lignes profondes sculptées par le temps et le sacrifice. La femme qui n'avait jamais demandé à être mise en scène, mais qui, d'une manière ou d'une autre, était devenue le cœur d'une histoire nationale. « J'ai réfléchi, dit-il. À ce que tu m'as dit. À l'héritage. À la nécessité de ne pas transmettre le silence. » Elle tourna la tête vers lui. « Je veux créer quelque chose, » a-t-il poursuivi. « Une fondation. Pour les travailleurs. Les chauffeurs. Les manutentionnaires. Leurs familles. Un véritable soutien. Des examens de santé. Des services de garde d'enfants. Des bourses d'études. Pas seulement des rédactions et des ateliers. De l'action. » Les lèvres de Gloria s'incurvèrent lentement en un sourire fier. « Ça te ressemble. Je veux lui donner ton nom. » Maintenant, ses yeux se remplirent de larmes, même si elle essayait de le cacher en toussant. « Tu n'as pas besoin de faire ça. »« Je le fais, » répondit Derek. « Parce que tu m'as construit. » L'initiative Gloria a été annoncée. Sans tapage, pas de tapis rouge, pas de tournée de presse. Juste un site web, une vidéo de lancement et des partenariats avec 3 associations à but non lucratif pour démarrer. L'incendie a pris. Les médias locaux l'ont repris, puis nationaux. Et en quelques semaines, le débat a basculé encore une fois. De la confrontation à la construction. De la dénonciation des chambres défectueuses à la construction de chambres plus belles. Lors de la première journée communautaire, Derek se tenait à une longue table pliante sous une tente blanche. Des food trucks bordaient le parking. Les enfants couraient entre les maquilleurs et les collectes de livres. Les travailleurs, qui craignaient autrefois de perdre leur emploi, se retrouvaient maintenant avec leur famille, mangeant un barbecue et parlant d'avenir. Il a pris le micro brièvement. « J'ai refusé 900 millions de dollars. On m'a traité de fou. Mais ça, juste là, ça vaut plus que n'importe quel chèque. » La foule applaudit. Pas avec fracas, mais chaleureusement. Véritablement. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait et que le terrain se vidait lentement, Derek leva les yeux au ciel. Il pensa au père de Camille. À son cousin Taren. À la salle de réunion des Hathaway. À l'expression de sa mère lorsqu'il l'avait raccompagnée hors du country club. Tout ce qui a suivi la tempête l'a conduit ici. Mais alors qu'il commençait à sentir qu'il avait enfin trouvé la paix, un dernier message lui parvint non pas sous forme d'encre ou de gros titres, mais d'une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Une voix liée à une part de son passé qu'il pensait avoir déjà enfouie. C'est arrivé par messagerie vocale. Aucun avertissement. Juste une notification clignotante sur le téléphone de Derek. Après une journée entière de réunions et d'entretiens, il appuya distraitement sur l'icône en franchissant la porte d'entrée de son appartement, s'attendant à un rappel de Julien ou peut-être à une relance du fournisseur. Mais à la seconde où il entendit la voix, il se figea. « Derek, c'est Dwayne. »« Oui. Je n'étais pas sûr que tu aurais encore ce numéro. Mais j'ai entendu parler de ce que tu as fait avec le contrat, avec ta mère et j'ai dû te contacter. » Dwayne. Le frère de son père. Celui qui n'avait pas appelé depuis plus de 20 ans. Celui qui avait disparu la nuit où son père avait été enterré. Pas d'adieu. Pas d'explication. Juste le silence. Je t'ai vu aux infos. Ta mère t'a bien élevé, sans surprise. Je suis fier de toi. Et je suis désolé. Pour beaucoup de choses. Si jamais tu veux me parler, voici mon numéro. Le message est terminé. Pas de deuxième appel. Pas de SMS de suivi. Derek resta immobile, les clés toujours en main, les yeux fixés sur l'écran désormais noir. Son esprit tourbillonnait. Il n'avait pas pensé à Dwayne depuis des années. Lorsque son père était mort d'une crise cardiaque à 49 ans, c'était Dwayne qui s'était tenu à ses côtés, près du cercueil, et qui lui avait murmuré « Je t'ai eu.
Puis, plus rien. Derek se souvenait s'être réveillé le jour de ses 13 ans, espérant recevoir une carte. Un appel. Il n'est jamais venu. Il se versa un verre d'eau et s'assit au comptoir de la cuisine, écoutant de nouveau. La voix était plus âgée maintenant. Plus lente. Mais c'était bien lui. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Les souvenirs revinrent rapidement et avec acuité, son père réparant le chauffe-eau par un matin froid, les mains couvertes de graisse. Dwayne apportant des travers de porc en papillote chaque 4 juillet. Puis le silence, comme si quelqu'un avait fermé une porte et oublié de le lui dire. Le matin, Gloria a appelé. J'ai eu des nouvelles de Dwayne, dit-elle, sans attendre une petite conversation. La prise de Derek sur le téléphone se resserra. Il t'a appelé. Il m'a laissé un message hier. Comme pour toi, je suppose. Je ne sais pas ce qu'il veut. Peut-être rien, dit-elle. Peut-être qu'il essaie de faire la paix tant qu'il en a encore le temps. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin de faire la paix avec lui. Elle resta silencieuse un moment. Chérie, parfois la paix n'est pas pour eux. Elle est pour toi. Cette phrase est restée gravée dans les mémoires. Plus tard dans la journée, il réécouta le message. Cette fois, il ne ressentait pas de colère. Il se sentait fatigué. Comme si une partie de lui avait retenu quelque chose depuis bien trop longtemps. Il a attendu jusqu'au soir, puis a décroché le téléphone et a rappelé. 3 sonneries. Puis un clic. Derek, demanda la voix, prudente mais pleine d'espoir. Ouais. C'est moi. Un long silence. Puis un petit rire. Tu ressembles beaucoup à ton père. Je reçois souvent cela. Aucun des deux ne parla immédiatement. Puis Dwayne soupira. Je ne t'appelle pas pour justifier ton silence, dit-il, la voix basse, un peu tremblante. J'ai été lâche après la mort de ton père. Je n'arrivais plus à regarder quoi que ce soit qui me rappelait lui. Et toi, tu étais un miroir. Derek resta silencieux, le souffle suspendu. Je suis parti parce que c'était plus facile que de rester, et de te décevoir. Je n'avais pas besoin que tu réussisses, répondit Derek d'une voix douce, contenue. J'avais juste besoin que tu restes. La voix de Dwayne se brisa, rauque, chargée de remords. Je sais. Je sais que je t'ai laissé tomber. Ils continuèrent à parler pendant encore 15 minutes. Pas de business, pas de trahison. Rien que des souvenirs. Des parties de pêche au bord du lac, les samedis d'enfance. Du temps où Derek jouait au football américain au lycée. De la manière discrète, presque invisible, dont Dwayne le suivait depuis les gradins, toujours à l'écart mais toujours là. Quand l'appel prit fin, Derek ne ressentit pas de conclusion. Pas de fermeture nette. Mais il se sentit plus léger. Comme si un poids ancien avait doucement glissé de ses épaules. Plus tard dans la semaine, lors d'une retraite d'équipe, il évoqua brièvement cet appel. « Pardonnez, ce n'est pas approuvé, dit-il à voix haute, en regardant chacun de ses collègues dans les yeux. C'est simplement refuser de laisser l'amertume occuper tout l'espace. » Certains hochèrent la tête. D'autres sourirent. Et quelques-uns, sans rien dire, comprirent, bien plus profondément qu'ils ne le laissèrent paraître. Ce soir-là, alors que Derek quittait la salle, un jeune stagiaire le rattrapa dans le couloir. « Monsieur Samuel, lança-t-elle, essoufflée, les yeux brillants. Je voulais vous remercier. Mon père m'a toujours dit que personne dans les affaires ne respecte ses principes, que tout se joue sur l'argent. Mais vous lui avez prouvé qu'il avait tort. » Il lui sourit, sincèrement, sans détour. « Non, c'est ma mère qui l'a fait. » Et alors qu'il rejoignait sa voiture, la tête haute, le cœur enfin apaisé, Derek comprit quelque chose qu'il avait toujours pressenti sans jamais pouvoir l'exprimer clairement. L'héritage, ce n'est pas ce qu'on laisse derrière soi. C'est ce qu'on ose vivre. Et ce qu'on refuse de laisser mourir dans le silence.